Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de stockage objet. Alors le stockage objet, il est notamment très populaire avec le cloud. Si je vous dis par exemple AWS S3, Azure Blob Storage ou OVH Cloud Object Storage, eh bien tout ça c'est basé sur du stockage objet et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où je vais vous expliquer l'essentiel à retenir sur le sujet. Tout ça c'est maintenant et c'est parti, mon cookie! Cookie connecté. Avant de parler de stockage objet, voyons la notion de données non structurées. On parle par exemple de vidéos, d'images, de pages web, de fichiers texte et audio, d'emails, etc. La particularité de ces données non structurées est qu'elles ne sont conformes à aucun modèle prédéfini, et notamment ceux des bases de données relationnelles. Il est donc plus complexe de les gérer et d'en tirer de la valeur pour les organisations. Sachez que la très grande majorité des données issues du web sont des données non structurées. Elles peuvent représenter jusqu'à 80% des données d'une organisation. Si vous voulez en savoir plus sur les enjeux autour de ces grosses données qu'on appelle le big data, je vous invite à aller voir ma vidéo dédiée sur le sujet. Et spoiler, c'est pour cela qu'on a besoin du stockage objet. Les méthodes de stockage traditionnelles ne peuvent apporter une réponse optimale à la fois à cette volumétrie massive de données, mais aussi pour gérer la complexité de leur nature, c'est-à-dire des données qui ne rentrent dans aucun schéma existant. Et c'est là qu'intervient le stockage objet, et on va voir comment il permet de stocker cette volumétrie massive de données non structurées. Alors, comment ça marche le stockage objet ? Le stockage objet gère des unités appelées objets et on peut représenter un objet comme un paquet dans lequel on va avoir trois éléments. La donnée elle-même, par exemple ici ce sera une vidéo. Avec cette vidéo, on va avoir ce que l'on appelle des métadonnées qui sont des informations contextuelles sur la donnée, comme le lieu de tournage de la vidéo, le type d'appareil utilisé pour filmer, les personnes apparaissant dans la vidéo, l'auteur de la vidéo, la version de la vidéo, etc. Retenez qu'avec le stockage objet, il n'y a pas de limite sur le type ou la quantité de métadonnées qu'on peut ajouter. Et enfin, un objet comporte aussi un identifiant unique afin qu'il puisse être retrouvé facilement par le logiciel du système de stockage. Et en fait, cet identifiant unique est aussi une métadonnée. Et l'utilisation massive des métadonnées est une spécificité du stockage objet par rapport aux autres méthodes de stockage de données. Grâce à la multitude d'informations associées à chaque objet, il devient plus aisé de retrouver ces données non structurées. Chaque objet est stocké dans un bucket et on peut voir un bucket comme un conteneur logique pour le stockage des objets. Le bucket va permettre de déterminer les actions possibles d'un utilisateur sur ce bucket et sur les objets qu'il contient. Le bucket, c'est une représentation logique du stockage des objets. En fait, chaque objet est décomposé en plus petits morceaux et sont alors répartis sur un ensemble d'infrastructures de stockage. Le stockage objet est aussi très scalable. En effet, lorsqu'on a besoin de plus de capacité de stockage, de nouveaux nœuds de stockage sont alors ajoutés. C'est ce qui permet au stockage objet d'héberger d'énormes quantités de données allant jusqu'au pétaoctet de données. Sachant qu'un pétaoctet de données représente 1000 téraoctets de données. Ensuite, une autre particularité du stockage objet est qu'il est possible d'accéder directement à ces objets et donc aux données et aux métadonnées via des API avec l'utilisation de protocoles web comme le HTTP. Une donnée hébergée dans du stockage objet est alors accessible depuis une application web par n'importe quel type d'appareil et ceci n'importe où dans le monde à travers Internet. Et tout ceci en simultané. Petite parenthèse, si vous ne savez pas ce qu'est une API, je vous recommande une vidéo que j'ai faite sur le sujet sur ma chaîne. Voyons maintenant les domaines dans lesquels le stockage objet excelle. Le stockage objet convient d'abord aux données statiques, c'est-à-dire pour des données qui sont principalement lues et peu modifiées. C'est pour ça qu'à l'origine, le stockage objet est très populaire pour la sauvegarde et l'archivage. Ensuite, grâce à l'utilisation des nombreuses métadonnées et la capacité d'absorber de grandes volumétries de données complexes, le stockage objet est aussi idéal pour l'analyse de données, le big data ou l'intelligence artificielle, mais aussi tout ce qui est IoT ou Internet des objets en français. Pour terminer cette vidéo, il est à retenir que le stockage objet possède un très gros désavantage. En effet, le stockage objet est certes adapté pour les très grandes volumétries de données, mais surtout si celles-ci sont statiques. Parce que la modification des objets est un processus complexe et fastidieux. En fait, pour modifier les objets, il est nécessaire de recréer à chaque fois un tout nouvel objet. C'est pour cela que le stockage objet n'est pas adapté pour les bases de données relationnelles où les données sont très souvent modifiées. Contrairement au stockage bloc et au stockage fichier, ici, il faut oublier la modification directe. Et d'ailleurs, sachez que j'ai fait une vidéo dédiée où je parle du stockage fichier et du stockage bloc que je vous invite fortement à aller voir.
Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre le stockage objet. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, donnez-moi votre avis dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!